Je vais juste me présenter rapidement avant qu'on démarre, même si 45 minutes c'est quand même court. Moi je fais du e-commerce depuis 2004, ça fait un petit moment. Je travaille sur des sites, je pense que vous connaissez, c'est Discount par exemple, voilà. Mais aussi sur des sites plus petits, notamment des marques parisiennes comme le Palais d'été, qui vont d'été sur Internet. Voilà, ça c'est la première partie de ma carrière où je suis marchand. Après, j'ai créé une agence de consulting e-commerce à Paris, donc j'accompagnais beaucoup d'entreprises, plutôt soit industrielles, soit PME, donc un peu plus gros peut-être que des créateurs. Et là, en fait, depuis 3 ans, j'ai déménagé à Bordeaux et j'ai monté une nouvelle agence qui crée des sites e-commerce pour tous les types de commerçants, que ce soit des artisans, on a pas mal de clients qui sont artisans, que ce soit des marques de mode, par exemple, que ce soit des commerçants locaux, on a aussi des commerçants locaux, ou que ce soit des plus grosses entreprises, des PME. Ouais. C'est vraiment assez large. Aujourd'hui, en fait, pourquoi moi j'ai fait ça, c'est parce que je pense que vous êtes au courant, vous les premiers. Aujourd'hui, toutes les entreprises n'ont pas encore un site e-commerce et peuvent considérer ça comme un point assez bloquant dans leur stratégie un peu de développement commercial. Il y en a beaucoup qui considèrent que c'est compliqué, qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent pas un peu les budgets qu'il peut y avoir. Et l'idée pour moi, c'est vraiment d'arriver à dire, voilà, le e-commerce, c'est accessible à tout le monde. Le tout, c'est d'arriver à trouver la bonne façon de le faire pour pouvoir démarrer. L'idée, ce n'est pas de dépenser des milliers, des cents peut-être dans un premier temps, mais d'arriver à construire brique par brique. Et une de ces briques qui peut correspondre, c'est la création d'un site Shopify, parce que vous allez voir qu'en 45 minutes, on va pouvoir, ensemble, faire un peu moins d'une dizaine d'étapes qui vont nous emmener à avoir un site marchand en ligne. Certes, ce n'est pas le site de la FNAC ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas grave, c'est un site professionnel sur lequel vous pouvez mettre vos produits et vous pouvez vendre et vous n'avez rien à demander à personne. Vous pouvez le présenter à vos clients, etc. Ça, c'est la structure. Après, je peux vous la renvoyer. Moi, j'ai pris le parti pris de vous montrer en live en fait que c'est possible. Donc, la présentation, c'est juste ces 2 slides-là et je vais vous montrer le reste en live. Okay. Donc, la première chose à faire pour vous de votre côté, c'est d'aller sur le site de Shopify et de rentrer votre adresse email ici pour qu'il vous envoie un email et qui vous pose 2-3 questions. Et ça va automatiquement construire ce qu'on appelle le back-office de votre site e-commerce. Donc, le back-office, c'est là où vous allez, vous, travailler en tant que vendeur, si je puis dire, pour créer vos produits, voir un petit peu tout ce qu'on a vu ici. D'accord ? Toutes ces fonctions-là, on les fait dans le back-office. Vraiment, cette étape-là, ça prend littéralement 2 minutes. Alors, moi, je n'ai pas besoin de le faire parce que j'ai une interface Shopify Partner où je peux faire plein de choses. Vous voyez, j'ai les sites de tous les clients ici. Je passe la liste. Donc, je peux ouvrir des boutiques beaucoup plus rapidement. Et j'en ai ouvert une de test. Donc, ça, c'est la première partie. Vous mettez votre adresse email, vous répondez à 2-3 questions. 2-3 questions, c'est comment s'appelle votre boutique, quel est votre secteur d'activité. On est sur des questions auxquelles vous pouvez répondre. Il n'y a rien de technique. Et vous arrivez sur une interface comme ça. Donc, elle peut paraître un peu intimidante au premier abord, mais elle est relativement simple, relativement efficace. Et vous avez 2 choses, en fait. Vous avez un menu sur la gauche qui vous permet de faire à peu près toutes les fonctions que vous voulez pour votre site. Et ce qui nous intéresse, c'est la partie boutique en ligne. Et si je clique sur le petit œil, ben, on va pouvoir voir qu'en fait, Shopify a déjà créé. Là, j'ai quasiment rien à faire, d'accord ? On va dire que vous avez mis votre adresse email, vous arrivez au back-office, vous appuyez sur le petit œil, vous allez avoir déjà quelque chose qui peut ressembler à une boutique. Moi, j'ai juste déjà rajouté un produit au catalogue, mais là, disons que j'ai fait aucune configuration, aucune ligne de code, rien du tout, hein, d'accord, hein, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir avoir. Donc, la première partie, pour vous, ça va souvent être de créer des produits, parce que tout vient de là. Donc, quand Shopify il va vous demander d'ouvrir la boutique, il va vous demander un nom de boutique, donc généralement, c'est soit votre nom d'entreprise, voilà,
mais ça, vous pouvez répondre. Et après, vous allez pouvoir créer vos produits. Donc, tout simplement, on clique ici sur le bouton « Ajouter un produit » et on a quelques champs à remplir. Donc, vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait, vous allez voir que vous pouvez tous les remplir assez facilement. Par exemple, on va créer un bijou. On va créer un bracelet en or. Bracelet en or. Et je dis super bracelet en or créé à la main à Paris pour la Bosse. Édition spéciale et tout. Je peux y ajouter une petite photo, donc moi je suis désolé, je n'ai pas de photo, donc je vais lamentablement en piquer une sur Internet, chose qu'il ne faut pas faire. Il faut faire vos propres photos avec le patchoc, voilà, et vous arrivez à avoir un super bracelet. Je pique l'image, donc ça il ne faut surtout pas le faire, évidemment, ce n'est pas du tout enregistré ni en vidéo, voilà. Donc vous avez fait votre packshot avec votre produit, avec votre image. Vous ajoutez vous ajoutez l'image ici. Vous avez l'image. Vous définissez un prix. Donc là, c'est le même prix que dans votre boutique. Je mets un prix au hasard, je n'ai aucune idée si c'est bien ou si c'est pas bien. Un SKU si vous voulez gérer, donc les SKU c'est les codes internes un peu pour vous y retrouver. Est-ce que votre bracelet il a une référence interne? J'en ai pour l'instant, j'en ai 10 à vendre, mais je ne suis pas obligé d'avoir une quantité. Par exemple, si je fabrique à la demande, je peux mettre 0 et je peux dire moi je vends le produit tout le temps. Je les fabrique à la demande, il n'y a pas de souci. Et ici, je peux tout à fait dire fabrication à la demande, prévoir 3 semaines de délai par exemple. Donc, il peut y avoir des pièces uniques. Tout à fait, il peut y avoir des pièces uniques. Donc ici, par exemple, si c'est une pièce unique, je vais pouvoir dire 1 si c'est une pièce unique. Je peux laisser 0 pour dire c'est à la commande et je vais dire à Shopify accepte les commandes, il n'y a pas de souci, même s'il n'y a pas de stock. Et si j'en ai fabriqué 10 parce que, je ne sais pas, j'avais un moule ou quelque chose comme ça et je les ai fabriqués, je mets la quantité. On peut mettre un poids, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous faites de l'export, on peut déjà mettre des codes internationaux de douane pour faciliter les douanes. Ça, c'est juste pour ceux qui font de l'export. Et voilà. Et imaginons qu'il ait plusieurs variantes. Et ben, je peux directement lui dire, oui, il a des variantes en taille, en couleur, en matériaux, et ça fait varier l'image, le prix, etc. Je ne le fais pas là dans un premier temps, c'est juste pour vous montrer. J'appuie sur enregistrer. Et là, en fait, directement, je clique sur voir l'aperçu. Et mon produit, il est en ligne. Et il est prêt à être acheté. Est-ce que la photo est obligatoirement sur un fond blanc? Non, la photo, vous pouvez la mettre sur le format que vous voulez. Là, j'ai choisi un fond blanc simplement parce que d'habitude, quand on veut faire des catalogues, en fait, c'est plus joli si on a un assortiment sur fond blanc parce que c'est plus compliqué à gérer si on n'a pas de fond blanc. Et ceci dit, je pourrais vous faire la démonstration que avec l'application Shopify, je prends une photo de mon produit, je crois que je peux la détourer rapidement sur l'application Shopify et je peux créer la fiche produit directement quand je publie mon application. Notamment, j'ai un client, je ne sais pas si vous connaissez la maison du bac à Paris, qui, tout ça, c'est des photos réalisées au smartphone par la cliente, directement depuis son smartphone, chargées dans l'application Shopify. Donc, et ça, tous ces produits. Hein. Là, voilà, ça, par exemple, voilà, celui-ci. Voilà, ça, c'est une photo qu'elle a été dans sa boutique, elle a fait sa petite présentation, elle a pris la photo, donc elle a pris plusieurs, elle a choisi celle qu'elle voulait, elle l'a fait envoyer et elle l'a directement fait sur son smartphone, elle ne touche même pas l'ordinateur pour créer ses produits. Donc voilà. Là, on a besoin d'un ordinateur parce que c'est quand même plus simple un petit peu pour écrire des textes ou des choses comme ça. Et vous voyez que le bracelet, il est apparu directement, comme ça, sur le catalogue, vous vous embêtez pas. Maintenant, moi j'ai un petit problème, c'est quand même que j'ai un bracelet en or et j'ai un sac à main ici. Ça ne va pas trop ensemble. J'aimerais bien présenter mes sacs à main d'un côté et mes bracelets ou mes bijoux de l'autre. Vous avez peut-être des bijoux différents, des pendentifs, des bracelets, des choses comme ça. Donc pour les catégoriser, on appelle ça des collections. Donc les collections, ça peut être au sens un peu traditionnel du terme 2018, 2019, été, automne, mais ça peut être aussi des catégories de produits.
les produits en or, les produits en bronze, les produits en étain, les produits avec des pierres précieuses. Ça peut être des produits par rapport des pendentifs d'un côté. Ça peut être ce que vous voulez. En termes de collection, c'est juste un groupe de produits que vous décidez. Donc là, par exemple, moi, je vais créer une nouvelle collection qui va s'appeler bijoux. Et je vais mettre tous les bijoux. Et un produit peut appartenir à une ou plusieurs collections, évidemment. Un produit, ça peut être un bijou, mais ça peut aussi être un bracelet. Vous pouvez faire des sous-collections, par exemple bijoux, et ensuite bagues. Exactement. Alors Shopify, lui, il n'est pas très regardant là-dessus. Le produit peut appartenir à autant de collections que vous voulez, et c'est vous qui allez organiser les collections comme vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une catégorie bijoux qui va reprendre tous les bijoux, et créer une catégorie en dessous pendentifs. Et par exemple, cette année, vous allez mettre les pendentifs dans les bijoux, mais en fait, comme c'est ce qui se vend le plus, vous allez peut-être, si vous voulez, le sortir des bijoux demain et le mettre en catégorie principale. Lui, pas de souci, c'est indépendant, ça ne change pas. Donc les bijoux, je lui mets un petit texte. Voilà, je peux mettre une petite image pour la catégorie si je veux. Et là, j'ai deux options, soit une catégorie manuelle, soit automatisée. Donc automatisée, ça veut dire que par exemple, si je reviens ici dans mon menu sur le produit, quand je crée la fiche produit, je ne vous ai pas montré, mais on peut avoir des petites balises ici. D'accord? Si je mets bijoux ici, par exemple, je clique sur ajouter bijoux, j'enregistre. Je vais pouvoir, si je reviens sur la partie collection, je vais dire que c'est une collection automatisée où la balise de produit, elle doit être égale à bijoux. Et comme ça, chaque fois que je vais créer un produit et que j'assigne le tag bijou, la balise bijou, elle va venir automatiquement se rajouter dans cette catégorie. J'ai rien d'autre à faire, c'est automatique. Donc ça peut être pas mal pour pouvoir passer un peu moins de temps en gestion. Mais sur mon site, là, eh ben, j'ai rien qui a changé pour l'instant. Ce que j'ai fait pour l'instant, c'est juste créer la collection. Maintenant, je vais dire où il faut l'afficher. Donc, en l'occurrence, j'ai envie de l'afficher à côté de sac à main pour pouvoir la différencier. Et on voit que dans sac à main, j'avais déjà fait la même chose. D'accord? C'est un site que j'avais déjà utilisé pour la Chambre des métiers d'artisanat de Paris. Donc, du coup, ils sont plutôt cuir. Et on va créer une catégorie bijoux à côté. Et donc là, très simplement, je vais aller dans une boutique en ligne et je vais changer la navigation. La navigation, j'ai un truc qui s'appelle le menu principal. Je vais cliquer dessus. Et si vous voyez, ici, on a bien accueil, catalogue, sac à main. Et c'est les éléments qu'on retrouve ici. Accueil, catalogue, sac à main. Donc, je rajoute un élément de menu et je vais aller chercher ma collection qui s'appelle bijoux. Et je l'appelle bijoux tout simplement. Je l'ajoute. J'enregistre. J'actualise la page. Et hop, j'ai ma catégorie bijoux qui est apparue. Et alors, si ça marche bien, j'ai mon bijou qui est dedans. D'accord? C'est vraiment très très simple. C'est pour ça que, voilà, en termes de gestion, pour vous, ça vous permet de vous concentrer sur vos produits, de les mettre en ligne, et vous embêtez pas avec la technique. Là, ça paraît un peu évident parce que moi je le fais, mais franchement, en une heure, une fois que vous avez votre back-office, vous n'allez pas avoir de problème à pouvoir l'utiliser et ça nécessite vraiment un apprentissage rapide. Enfin, c'est vraiment juste avec un apprentissage rapide qu'on peut y aller. Par contre, en fait, moi j'aimerais bien peut-être que là, je trouve que j'ai trop de catégories et j'aimerais bien que sac à main et bijoux, ça aille dans le catalogue pour pouvoir aérer un petit peu l'ensemble, que ça soit. Et là, encore une fois, c'est pareil. Je vais cliquer ici. Je le décale un petit peu. Je fais du glisser-déposer. J'enregistre. Et là, vous voyez que ça a changé. On n'a que accueil et catalogue. Et quand je clique dessus, j'ai sac à main et bijoux qui sont dedans. D'accord ? Et si le catalogue, ça ne vous convient pas, on peut cliquer ici sur modifier. Hop, on change, on met n'importe quel texte, on actualise, et voilà. C'est vraiment simple
comme bonjour. Voilà. Donc, ça vous permet de tester. Ça ne nécessite pas de modification technique, donc vous n'avez pas besoin de faire appel à un développeur pour faire des essais, des choses comme ça. Mais vous voyez que bon, c'est un peu sobre quand même. Et puis là, par exemple, il y a des vêtements. Alors que moi, j'aimerais bien que quand on arrive sur le site, ça affiche plutôt des bijoux, par exemple. Donc imaginons que vous ayez fait non pas un pack shot, mais une photo d'un shooting avec un mannequin avec des bijoux. Donc encore une fois, je vais piquer une photo sur Internet parce que je n'en ai pas chez moi, mais ne faites pas ça. On va afficher celle-là, par exemple. D'accord, parce que le format, il est bien. Donc, je retourne sur le site. Au moment où vous avez, vous, l'image, on va aller modifier ça et vous allez voir que ça ne nécessite non plus pas une seule ligne de code. Donc, je vais dans Thème. Je vais faire Personnaliser. Et là, on retrouve un petit peu notre homepage. Donc, tout simplement, ici, j'ai un bloc. Je clique dessus. Je modifie l'image. Et je vais mettre la nouvelle image. Et je vais changer un petit peu. J'enregistre. Et là, quand je retourne sur le site, j'ai changé instantanément. Certes, il faut aller. Est-ce qu'il y a la possibilité de changer la typo, tout ce genre de choses? Oui, bien sûr. Alors, il y a toute une partie des choses qu'on peut faire sans avoir besoin d'un développeur. Après, c'est comme à chaque fois, il y a des choses qui se sortent un petit peu du cadre et là où il faut faire appel à un développeur. Mais, par exemple, on peut changer la typo. Ici, dans les paramètres, on a la typographie et on a différentes polices qui sont proposées. Donc, on va aller les modifier. Donc, vous voyez, par défaut, en fait, toutes ces polices-là sont proposées. Donc, il y en a même encore un petit peu plus. Si la police que vous voulez, elle n'est pas dans cette liste-là, bon, là, il faudra faire appel à un développeur. Mais sinon, par exemple, on peut la changer en Daytona. Voilà, ou alors si, je ne sais pas si c'est mieux. Voilà, on va mettre là. Bon, moi, je la mets au hasard. Hein. Les polices, c'est plutôt l'affaire de nos clients qui les choisissent. Donc voilà, c'est enregistré. Et vous voyez, là, la police, elle a changé. Okay. Donc à partir du moment où c'est inclus dans les fonctionnalités du thème, on peut avoir, on peut le faire vraiment avec quelques clics. Par exemple, les réseaux sociaux, vous pouvez ici avoir votre Twitter, Facebook, Pinterest très facilement. Et si je mets une adresse ici, là, ça va apparaître automatiquement en bas sur le thème, puisque c'est comme ça qu'il est configuré. On peut aussi ajouter un logo ici, qui n'y est pas. Je vais sélectionner un logo. Est-ce que non, c'est pas très grave. Je vais sélectionner un logo. Vous voyez là ici. Mais bon, on ne le voit pas très bien. Donc je l'augmente un petit peu. Voilà. Là, il est un peu plus grand. Si je le veux centrer, ici sur ce thème-là, je peux l'avoir centré. Je vais enregistrer. Alors, encore une fois, hein, le but après, c'est que vous puissiez prendre en main ça pour arriver à créer ce que vous voulez. Peut-être que vous ne voulez pas centrer, peut-être que vous le voulez centrer, etc. Et là, on a juste une bannière, mais il faut voir qu'on peut en avoir un nombre illimité. Hein. Par exemple, je peux ajouter ici une image avec du texte. Je sélectionne une image, je vais reprendre mon bracelet, par exemple. Je vais sélectionner. Et ici, je mets un titre
je mets un petit texte, découvrez nouvelle gamme 2020 et qui va emmener vers la collection bijoux. Je sauvegarde. Ça prend un tout petit peu de temps. Voilà. Et là, si j'actualise la home page, et là, on a un nouveau bloc ici qui vient d'apparaître. Et si je clique ici, ça emmène vers la catégorie bijoux. Vous voyez, franchement, c'est... Voilà. Alors, ça, tout ça, ça s'appelle un thème qu'on a appliqué en fait sur le site. Ça, c'est celui de base qui est livré avec Shopify. Et il faut voir que il y en a tout plein qui sont disponibles. Donc, si jamais vous voulez en trouver un nouveau, moi, je vous conseille d'aller sur la boutique thème.shopify.com parce qu'en fait, ils ont été validés par les équipes de Shopify d'un point de vue technique et que vous êtes sûr de ne pas avoir de problème technique avec. C'est juste ça. Et qui sont performants. Vous en avez certains qui sont gratuits. Donc, cela, ça veut dire que vous pouvez les utiliser sur votre boutique. Mais encore une fois, si vous pensez que c'est compliqué, je suis désolé, je vais vous décevoir. On va appuyer sur ce bouton-là. Ah, il va me demander le mien. C'est celui-ci. Hop. Et le thème, là, il est en train d'être ajouté à la boutique. Quand vous changez de thème, les modifications se font automatiquement, enfin il fait les transferts automatiquement entre les deux thèmes, ou faut tout reparamétrer? Alors, vous avez des nouveaux paramètres qui sont accessibles, donc les paramètres du thème. Par contre, le contenu que vous avez créé, les bannières et tout ça, on va voir si on les récupère justement. Donc là, le thème, il n'est pas publié. Pour l'instant, il est juste dans votre boutique. Vous pouvez regarder ce que ça donne, mais bon, on peut regarder en appuyant sur aperçu. Mais là, c'est juste pour jouer. Donc moi, j'appuie sur publier. Et en fait, ça va publier le thème. Et là, du coup, si je reviens sur la boutique en ligne ici, là, on voit que ça a tout changé. La police, l'organisation et tout ça. Donc, on n'a pas conservé les modifications. Donc, parfois, sur certains thèmes, ça en garde certaines, mais là, ça ne les a pas gardées. Et donc, vous, ce qu'il faut faire avant de le publier, par contre, on a toujours, est-ce que c'est accessible ou pas? Je les connais, mais on a toujours les listings de produits, d'accord? Ceux-là, ils n'ont pas changé. C'est juste le design qui a changé. Là, je l'ai tapé à la main, mais vous voyez comme le menu, il a disparu puisque ce thème-là, il fonctionne avec un menu différent. On ne voit plus le menu, donc là, je l'ai juste tapé pour pouvoir y accéder. Mais vous retrouvez tous vos produits dans un nouveau design, d'accord? C'était le rouge. Alors. Et donc, là, vous pouvez revenir, ici, dans les thèmes, et on peut le repersonnaliser en cliquant sur le bouton ici, pour, hop, vous avez toute une liste en fait de blocs qui ont été pré-conçus avec le thème. Vous cliquez sur le petit œil, il disparaît. Vous cliquez sur le petit œil, il réapparaît. Ça veut dire on est masque au client ou on est masque pas au client. Voilà. Et donc là, je peux remettre mon image avec mon petit texte. Voilà. Donc, vraiment, si vous l'avez, vous, dans votre boutique, vous avez accès à tout ça. Et bon, c'est mieux de faire ces modifications-là juste pour vous dans un premier temps. Et une fois que tout est prêt, vous pouvez publier. L'avantage, c'est que si vous travaillez sur une nouvelle collection ou sur, par exemple, une nouvelle collection, par exemple pour mars, avec des nouveaux shootings ou des choses comme ça, vous pouvez tout préparer et juste publier le nouveau thème le jour J. Et comme ça, vous annoncez le jour où vous voulez à vos clients.
dire que vous avez des nouveautés, des choses comme ça, mais vous avez eu le temps de travailler avant dessus. Voilà. Alors ça, c'est pour toute la partie design. Je vais pas sauvegarder. Vous avez aussi des... Je vais pas revenir dessus parce que là, c'est pas le but aujourd'hui, mais... Oui, pardon. Moi, j'ai juste une question. Est-ce qu'on peut mettre des fenêtres pop-up, vous savez, à l'ouverture du site? Alors, certains thèmes permettent de le faire. Ouais. C'est des fonctionnalités qui sont présentes dans le thème. Est-ce que ce thème-là le permet? On va aller regarder dans personnaliser. Dans les paramètres. Lui, je pense qu'il ne le propose pas, mais hein, on peut parfois avoir la liste ici. Donc, je regarde dans les thèmes gratuits. On va regarder par exemple celui-ci. Vous voyez ici dans la liste, il n'y a pas marqué pop-up. Donc, je vais aller en chercher un autre. Celui-ci non plus. Celui-ci, il a par exemple des vidéos en homepage, mais il n'a pas de pop-up. Après, imaginons par exemple, le thème là, il n'a pas de pop-up, mais il vous convient d'un point de vue design et tout ça. C'est l'autre partie que vous voulez voir, ça fait une bonne transition. Vous avez aussi un catalogue avec, comme un App Store. J'imagine que vous voyez tous ce que c'est un App Store. On peut télécharger des applications pour son téléphone. Ben là, vous pouvez télécharger des applications pour votre site. Et ça fonctionne exactement de la même façon que les thèmes. Alors attention, il y a des applications qui sont un peu plus compliquées que d'autres et qui nécessitent de mettre un peu les mains dans le code. Mais il y en a plein, par exemple, pour une pop-up. On tape pop-up ici. Et vous voyez, bah déjà, 1, 2, 3, je ne sais pas combien on propose des applications de pop-up. Et donc là, ce qui vous suffit, par exemple, c'est d'en prendre une, promotion pop-up, par exemple, celle-là. On regarde. Alors, elle est en anglais, par contre, l'App Store, c'est un peu inconvénient, il est en cours de traduction, mais autant tout Shopify est en français, autant la partie App Store est en anglais aujourd'hui. Donc, on a une description. Donc là, est-ce que ça convient? Newsletter pop-up, par exemple. Du coup, on peut afficher une pop-up qui va permettre aux gens de s'inscrire à la newsletter. Imaginons que c'est ce qu'on veuille. Et l'application est gratuite. Génial. Il y a des applications qui sont gratuites, il y a des applications qui sont payantes. Parfois, il y a des applications qui sont sur abonnement. Il y a des applications qui sont gratuites. Mais si vous voulez faire des modifications, c'est payant. Elles ont toutes un petit peu leur business. Là, elle est gratuite. Donc, du coup, je vais l'ajouter. Donc, il me redemande l'adresse de ma boutique. Donc, c'est juste ça. Alors, vous, il ne va pas vous la demander à chaque fois. Mais c'est qu'en fait, moi, comme j'ai un compte Shopify Partner où en fait, j'ai des centaines de boutiques différentes, il me demande plus de choses pour être sûr. Je vais me reconnaître parfois. Ça le fait parce que j'ai trop de boutiques de connecter. Voilà. Donc là, il m'a bien mis sur mon site de test. Il me demande si je veux être sûr de l'installer. Donc je clique sur installer. C'est en cours. Et voilà. Et donc là, l'application est installée. Je vais faire ajouter une nouvelle pop-up, comme il me propose. Je vais dire, je vais l'appeler newsletter. Donc je ne connais pas cette application, je ne l'ai jamais vue. Start date, on va faire hier, juste pour être sûr qu'elle s'affiche. Ça. Donc j'ai quelques petits paramètres. Ça va s'afficher sur toutes les pages. OK. Et ce que vous voudrez, je laisse tout ça par défaut. Et on va la publier et on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai une pop-up newsletter que j'ai appelée newsletter qui a été créée. Je vais sur le site, voyons ce que ça donne. Et voilà, j'ai une pop-up qui est apparue avec toutes ces informations. Bon, j'ai rien configuré, hein, c'est juste pour vous montrer la mécanique, mais voilà. Donc le temps pour rajouter des fonctionnalités.
à partir du moment où vous avez choisi la bonne application, il peut être très très faible. Alors, en toute honnêteté, ça c'est un cas relativement simple, bien maîtrisé. Si demain vous avez un connecteur avec un logisticien à l'autre bout du monde avec des contraintes particulières, ça peut prendre plus longtemps. Hein. Donc, voilà. Mais sur un cas marketing bien défini, ça peut être hyper rapide. OK ? Donc vous avez, je crois, aujourd'hui 15 ou 20 000 applications qui sont disponibles pour faire tout et n'importe quoi. Petite précaution quand même, nous on voit beaucoup de clients qui arrivent sur Shopify et qui vont installer des dizaines d'applications dans tous les sens et qui ne s'en servent pas. Vous ne le voyez pas, mais les applications, elles font quand même un gros travail technique derrière, elles vont faire quelques modifications sur le thème et tout ça. Ajouter et supprimer des applications dans tous les sens, ce n'est pas non plus une bonne idée. Il faut mieux réfléchir un petit peu à installer des applications qui servent et à désinstaller celles qui ne servent plus au bout d'un moment. Okay, parce que, voilà. Après, sur la partie code, ça peut être un peu embêtant. À utiliser avec modération, mais pour vous donner une idée, modération, c'est peut-être en moyenne entre 15 et 20 applications par client qu'on a quand même. D'accord ? Chaque client, chez nous, en a une vingtaine. Mais c'est pas rare où on a des sites qui arrivent et qui disent notre site marche plus, on comprend pas, il est lent et tout, et on a 150 applications qui sont installées dans le back-office. Et on dit, mais du coup, lesquelles servent ? Toutes. Mais celle-là, elle fait quoi ? Ah ben je sais pas. Ah, oui, donc on va peut-être faire un petit état des lieux. Donc voilà, juste avec modération. Là, on a vu un petit peu tout ce qu'on pouvait préparer pour les clients, et les applications, pardon, vous pouvez les retrouver ici dans la liste applications. J'en avais déjà installé quelques-unes pour différentes raisons. Une pour la traduction pour faire le site international, une pour avoir des produits recommandés, une pour gérer des cartes cadeaux. Et celle-là, c'était un test. Maintenant, imaginons que vous vouliez lancer l'activité, il va peut-être falloir que les clients y payent. Et pour que les clients y payent, eh ben, on a des fournisseurs de solutions de paiement. Donc, pour en ajouter un, c'est très simple. Si vous avez un compte PayPal, vous cliquez ici, vous rentrez votre login, mot de passe PayPal, et en quelques minutes, ça va activer le paiement sur votre site. Si vous voulez le paiement par carte bleue ou d'autres choses comme ça, vous choisissez ici. Vous pouvez avoir Stripe qui est un prestataire pour les encaissements bancaires, mais vous avez aussi d'autres fournisseurs ici qui sont pris en charge. Il y en a plein qui sont de tous les pays. Qu'est-ce qu'on nous demande pas mal en ce moment ? Il y a du PayZen, ils ne sont pas dans la liste, ils ont leur plugin ailleurs. Mais il y en a des, il y a Payplug, Stripe, enfin, voilà. Il y en a des dizaines avec les différents modes de paiement qui prennent ici en charge. Ça, c'est celle de test. Et c'est pareil, la plupart du temps, en quelques clics, on arrive à les configurer. Sauf certains systèmes de paiement un petit peu bizarres où là, ils font un peu de technique. Il y a Amazon Pay. Et on peut aussi avoir du bank transfert, du chèque ou des choses comme ça, ou des choses un petit peu exotiques. Et des moyens de paiement manuels, voilà. Cash on delivery, c'est par exemple, vous dites il faut venir chercher le produit à notre boutique physique et le client va payer en cash à ce moment-là. Ça, le paiement cash ne se fait pas sur Internet. Le paiement ne se fait pas sur Internet, pardon, et voilà, le client peut venir en boutique. Normalement, on saisit les paiements automatiquement. Vous avez les banques transferts, c'est les virements aussi, etc. Et justement, peut-être que vous avez une boutique, et donc ici, ça c'est mon adresse à moi, imaginons que c'est mon entrepôt où j'ai du stock, mais je n'ai pas envie que les clients viennent. Par contre, je peux ajouter un nouvel emplacement et je peux désactiver les commandes en ligne de cet emplacement. Donc, par exemple, ça peut être un stock de la boutique ou des choses comme ça, mais je n'ai pas envie que mon stock de la boutique soit utilisé pour les ventes en ligne. Je m'en sers par exemple que pour le drive ou des choses comme ça, même si c'est du drive Python, du pick and store, du store click and collect, vous faites ça comme vous voulez. C'est pas un souci, ça peut agir. Voilà. Et bien sûr, si vous expédiez, vous pouvez gérer les tarifs d'expédition. Donc là, moi, j'ai dit que donc les tarifs d'expédition, ils peuvent être par type de produit, ils peuvent être par collection, ils peuvent être. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Moi, j'ai mis aujourd'hui que, par exemple, que je faisais en Colissimo,
de 0 à 99 euros, je faisais payer 5 euros. Et au-dessus de 100 euros, j'offrais les frais de port. C'est ce qui est marqué ici. Mais imaginons que, par exemple, Colissimo me dise ah, non, vous n'expédiez pas assez, ça va vous coûter plus cher. Je clique ici, je modifie un tarif et je dis bon, bah, les clients ils vont payer 6 euros maintenant. J'enregistre. Et une fois que c'est fini d'enregistrer, hop, tous les clients qui vont maintenant passer une commande, ils vont payer 6 euros au lieu de 5. Vous n'avez pas besoin d'aller modifier de la configuration plus que ça. Là, c'est assez simple. Et il y a 241 pays que je ne couvre pas. Pour l'instant, j'expédie qu'en France. Mais je me dis, bah, tiens, je vais peut-être expédier en Afghanistan, peut-être pas dans un premier temps, mais je peux faire un truc pour le reste du monde, pour dire, bah, partout dans le reste du monde, je vais ajouter un tarif qui va s'appeler Colissimo International, mais ça peut s'appeler comme je veux, hein, d'accord ? Et le prix, c'est 99 euros. Voilà. Je pourrais mettre des conditions, mais voilà. S'ils veulent à l'international, ils payent les frais de transport et je leur envoie en 24-48. Si j'applique sur enregistrer, là, du coup, quelqu'un qui va arriver et qui va dire « moi, j'habite pas en France », ben maintenant, il pourra commander, alors qu'avant, il ne pouvait pas. Et il paiera 99 euros de frais de port, ou alors il ne les paiera pas parce qu'il faudra ça trop cher. Ça, c'est un autre débat. D'accord ? Vous pouvez faire des zones qui concernent un pays. Sur l'Espagne, par exemple, vous pouvez faire des zones de livraison différentes par région. Il y a plein de combinaisons possibles. Et le petit truc qu'il y a en plus, c'est qu'on peut aussi gérer les taxes. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, dans la liste des pays, moi, j'ai dit que je percevais des taxes qu'en France. Ben oui, parce qu'en fait, moi, je suis basé en France, je perçois la TVA en France. Et comme j'expédie qu'en France, je n'avais pas ce problème-là. Maintenant, ben, peut-être que si je vends trop, par exemple, au Danemark, ben, il faut que je leur dise que à Shopify, il faut qu'ils appliquent la TVA de 20% en Allemagne. Si je fais ça, ben maintenant, toutes les commandes au Danemark, toutes les commandes au Danemark se verront appliquer la TVA. Sinon, elles étaient vendues sans TVA. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc, et après, je n'ai pas parlé de toutes les applications pour faire venir des clients, mais on peut exporter les produits vers Etsy, vers Google, vers Amazon, vers tout ce qu'on veut, pour être branché un peu partout, gagner en visibilité. Les clients, ils viennent sur le site. Vous avez organisé votre boutique avec un peu tous les paramètres dont je vous ai parlé. Ils peuvent payer, ils peuvent se faire livrer. Et vous, en fait, derrière, après vous êtes payé, vous avez créé un nouveau canal de vente. Et on n'a pas fait une seule ligne de code. Sur les solutions de paiement qui sont disponibles, il y en a plusieurs choix, ou c'est oui. quelque chose que vous avez paramétré par Alors, vous avez à peu près, je pense, 200 solutions de paiement qui sont déjà directement intégrées à Shopify. Il y en a en plus qu'on peut intégrer avec certains paramètres, mais ça va être une intégration technique. Et il y a encore des solutions qui ne sont pas disponibles dans l'interface de Shopify, mais qui, en fait, sont déjà interconnectées, mais qui juste font pas de publicité là-dessus. Notamment, nous, on travaille pas mal avec Payzen. Et Payzen, qui est un gros prestataire de traitement des cartes bleues en France, ils sont interconnectés avec Shopify, ils ne sont juste pas listés dans la liste. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et concrètement, si ça, c'est votre première boutique, et qu'après, tout ce que je vous souhaite, c'est que les ventes explosent, et vous dites non, mais là, maintenant, il faut quelque chose d'ultra customisé et tout ça. Juste pour vous montrer, nous, on ne travaille quasiment pas là-dedans. Nous, on travaille ici. Donc ça va vous faire peut-être un peu plus peur, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a accès à tout le code de Shopify de toute la boutique pour pouvoir le modifier absolument comme vous voulez. Ça, c'est plutôt notre travail. Et voilà. La boutique que vous avez créée aujourd'hui, elle peut grandir et elle peut avoir des modifications dans le futur s'il y a besoin par des développeurs ou des choses comme ça. Okay, c'est pas une boutique que juste on va se lancer, puis une fois qu'on a mis 3-4 produits et qu'on fait quelques ventes, on change. Ça peut largement monter en volume. Pour vous dire, sur Shopify, il y a des boutiques qui vont de 0 € de chiffre d'affaires à plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Donc, Kylie Cosmetics, qui est aux US, c'est une des plus grosses boutiques Shopify. Alors, c'est pas ma spécialité, mais je crois que c'est les sœurs Kardashian, c'est ça. Voilà. Merci.
Il y a toujours un qui arrive à valider ça. Plus d'1 milliard l'an dernier. Il y a le Decathlon américain, ils ont fait 250 millions de dollars en quelques semaines de solde sur Shopify. Ça tient la charge. Shopify, en termes de chiffre d'affaires généré par l'ensemble des marchands, ils sont aux 2/3 du chiffre d'affaires du e-commerce français. Le chiffre d'affaires du e-commerce français, c'est un peu plus de 100 milliards d'euros par an. Shopify, sur ses serveurs de traitement, ils encaissent plus de 65 milliards par an. Ça marche. Ils sont 4000 ingénieurs au Canada à bosser dessus. C'est un truc qui roule. Et l'avantage, moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, c'est enfin une solution sur laquelle on peut se concentrer sur les produits et la vente et pas tous les problèmes de paramétrage ou de configuration technique. Et ça, c'est vraiment un avantage parce que le temps, c'est quelque chose qui manque à tout le monde. Si ça vous amuse de faire des paramétrages techniques en tous les sens, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire. Et si vous voulez vous concentrer sur le boulot, vous pouvez aussi le faire. Et donc, c'est plus accessible que PrestaShop. Exactement, exactement. Vous avez déjà vu une interface PrestaShop? Non, mais j'en ai une WordPress, un petit peu. PrestaShop, c'est un peu plus compliqué que WordPress. C'est encore plus compliqué que WordPress. Ouais, voilà, ça c'est l'interface de PrestaShop. D'accord. Et pour ajouter une app, par exemple, module et service. Vous allez là. Voilà, donc il faut taper l'app. Il faut aller sur la boutique de Shopify, de PrestaShop. Il faut la télécharger. Après, il faut revenir ici pour l'ajouter à la main. Vous l'avez dans la liste. Et il faut faire du paramétrage technique derrière pour pouvoir la configurer. Sachant que là-dessus, ce client-là, il a dû installer un serveur ou faire appel à quelqu'un pour le faire. Et puis, il y a des mises à jour de sécurité à faire. Donc, en fait, en termes de temps, il y en a à peu près la moitié qui est occupée à la technique, à peu près la moitié qui est occupée au marketing. Alors que sur Shopify, on est vraiment plutôt sur 95% sur le marketing, 5% sur la technique. Et est-ce qu'il y a un moyen de faire migrer un site WordPress sur Shopify? Oui, tout à fait. Ça, c'est une cliente en Suisse qui était sur WooCommerce et qui vend des tissus écologiques, je pense que voilà, on peut qualifier ça comme ça, et qu'on a migré de WordPress vers WooCommerce. Mais pour rien vous cacher, la migration, c'est quand même une étape technique où, a priori, vous allez être obligé de passer par une agence. Bien sûr. Voilà, c'est possible de le faire à la main, mais il y a beaucoup de combinaisons, de choses comme ça. C'est difficile en 45 minutes de vous faire un plan précis et personnel pour cette migration-là. Mais en tout cas, pour ouvrir la boutique, vous avez vu que c'était relativement simple. Pour la migration, il faut faire tous les fichiers, il faut aussi faire des redirections 301 pour que les clients puissent revenir sur le site et qu'il n'y ait pas des pages d'erreur. Donc, il y a un peu de boulot technique. Voilà. Mais tout à fait, nous, on fait beaucoup de migrations. PrestaShop vers Shopify, WordPress vers Shopify, Oxatis vers Shopify et Magento vers Shopify. Parce que les gens ont marre un peu de gérer des problèmes de sécurité sur les systèmes open source et de se faire pirater. Et donc, du coup, sur Shopify, c'est Shopify qui s'occupe de ça à votre place. Alors, Shopify est payant en échange. Vous payez tous les mois. Ça commence à 29 $ par mois, je crois, de mémoire, plus une commission sur les ventes. Mais vous vous occupez de rien sur la partie technique. C'est la contrepartie. Plus une commission de quel ordre sur les ventes? Je crois que sur la version à 29 $, c'est 2%. Sur la version à 79, c'est 1%. Et sur la version à 299, c'est 0,5%. Et ils ont une version qui est à 2000 $ aussi par mois, où c'est 0,15, je crois. 0,15. Donc ça vient s'ajouter évidemment à la commission de paiement sur les... En France, oui. Mais en fait, il y a quelque chose aussi qui s'appelle Shopify Payments, qui n'est pas disponible en France parce que Shopify est en train de discuter avec le GIE carte bancaire pour trouver des accords. Mais c'est disponible en Allemagne, c'est disponible en Angleterre. Et quand c'est disponible, en fait, ça remplace les frais de commission bancaire. Donc, en fait, au lieu d'avoir les frais Shopify plus les frais de commission bancaire, on n'a plus que des frais Shopify plus commission bancaire. Donc ça, c'est une solution encore plus intéressante. C'est aussi pour ça qu'il la pousse. Mais en toute honnêteté, elle n'est pas disponible pour les gens qui sont implémentés en France. Aux États-Unis, quasiment tout le reste de l'Europe pour l'instant. Ça viendra en France, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais vraiment, moi, ce que je conseille à mes clients, c'est de voir ça comme un investissement. C'est-à-dire que
Nathalie là, de Merci les abeilles, elle a utilisé WordPress pendant des années, elle ne reviendrait pas en arrière. Parce qu'en fait, pour créer un produit, elle le fait depuis son smartphone et elle gagne un temps qui lui permet, bon, elle passe plus de temps avec ses enfants, c'est son choix, je valide tout à fait, mais qui lui permet après de faire ce qu'elle veut derrière plutôt que de gérer des problématiques techniques. Voilà. Et ça, c'est un gain. Et c'est à vous de choisir, est-ce que ça vaut le coup de changer de licence en termes de modèle économique par rapport à ça. Alors, ça va vraiment dépendre de la quantité de données que vous avez à migrer. Ça dépend si on migre les clients, les commandes, tous les produits. Nous, on fait... pourquoi? Parce que si c'est des petites quantités, on va plutôt le faire par fichier. Et là, ça peut prendre malheureusement un peu de temps qui n'est pas corrélé au nombre de produits. Mais si c'est beaucoup de produits, on va pouvoir créer des algorithmes un petit peu de transfert et d'automatisation. Par exemple, on peut prendre les données dans une colonne A et les mettre dans une colonne dans Shopify. Et donc là, paradoxalement, on peut être un petit peu moins cher. Il faut quand même, a priori, compter quelques milliers d'euros pour une migration de données. Quand même. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de descendre au moins en dessous de 2 000 à 3 000 euros pour des catalogues, quels qu'ils soient. Ne serait-ce que il faut au moins 1 ou 2 journées de gestion de projet pour arriver à cadrer un peu le périmètre et tout ça. Voilà. Après, nous, on fait des migrations où il peut y avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros juste sur la partie migration. Mais on parle de gros catalogues ou de grosses bases de données avec beaucoup de vérifications, beaucoup de temps derrière de gestion. Mais ouais, quelques milliers d'euros. C'est pareil, la création d'un site. Aujourd'hui, ce que je vous ai montré, c'est la version simple. Il faut voir que quand vous faites appel à une agence, aujourd'hui, nous, le coût de départ d'un site, il va être à 5 000 euros. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez arriver, il va falloir définir tout le cadre de votre projet. Peut-être que vous avez besoin d'un site simple, mais peut-être que vous avez besoin de personnalisation. Là, typiquement, moi, je voudrais pouvoir graver le prénom de mes clients sur certains bijoux pour faire des bijoux personnalisés. Et ça, il faut installer une app, il faut la configurer, ça prend du temps. Il y a facilement une bonne journée de projet là-dessus. Et tout ça, ça peut s'accumuler. Nous, on a plein de vérifications à faire aussi. Et le fait qu'on doit faire beaucoup plus de tests, là, on a tout fait un peu simplement, mais normalement, en fait, nous, on fait tout avec des listings pour derrière vérifier que chaque fonctionnalité marche. Par exemple, quand on installe un moyen de paiement, on fait systématiquement une commande de test, évidemment. Chose que là, j'ai pas fait. Donc, ce qui prend en fait 5 minutes en démonstration, quand on le fait, on va dire de façon professionnelle, standardisée par une agence, ça prend tout de suite 1 heure, 2, voilà. Donc, c'est pour ça, un prix d'un site Shopify, aujourd'hui, on serait sur 5 000 euros en prix de départ, et si c'est une migration, avec 2 000 à 3 000 euros de plus pour la migration. Ça dépend vraiment du périmètre, mais là, on est un peu dans le bas de la fourchette. Et après, sur la fourchette haute, il y a des sites Shopify à 200, 300, 400 000 euros qui peuvent se faire sans problème. Quand on est sur des modifications graphiques intenses, on peut aller jusqu'à des sites, peut-être que vous connaissez, pour Joie, par exemple, et sur Shopify. Tout ça, là, c'est la même interface que ce que je vous ai montré. C'est juste qu'il y a eu des milliers d'heures de travail en design pour modifier le thème et créer un thème spécifique pour c'est pas nous qui l'avons fait, cette boutique, mais elle est très bien. Et voilà, d'afficher ça avec les bonnes couleurs, avec les bons fonctionnements, de thématiser la pop-up, par exemple, parce que voilà, ça veut dire que dans la phase de projet, il a fallu lister qu'en fonctionnel, il fallait une pop-up, il a fallu passer du temps en design à créer la pop-up, il a fallu passer du temps en intégration, il faut tester que la pop-up marche bien, etc. Et ça, du coup, ça fait des projets qui sont un peu plus costauds. Voilà. Et alors, je vous en prie, c'est une question sur la gestion des données, puisque on peut créer des comptes clients. Les données appartiennent à Shopify, Toutes les données vous appartiennent. Okay. Toutes les données que vous entrez dedans vous appartiennent. Vous pouvez les extraire à tout moment. Donc on peut faire... Là, par exemple, sur le site, je retourne ici, vous allez dans les produits, vous avez un bouton qui s'appelle exporter, vous récupérez votre fichier avec toutes les infos produits. Okay. Pour ce qui est des données clients, surtout... Alors, les données clients, elles sont ici. Là, je ne peux que les importer parce que je n'en ai pas, mais de la même manière, je pourrais les exporter. Les clients, c'est vos clients. Vous payez la licence à Shopify, qui est une licence technique pour le fonctionnement. De plus, il y a un nouveau paramètre qui est apparu.
sur... Il est là-dedans. Donc Shopify se met à jour automatiquement, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas de frais de maintenance, vous n'avez pas de développeur à payer pour bénéficier des nouvelles fonctions. Notamment le RGPD qui est arrivé. Mais en fait, aujourd'hui, en quelques clics, voilà, vous faites 2 clics ici, vous installez l'application Privacy by Now, donc installer l'application dans c'est vous respectez le RGPD. Au moins côté récolte des données, parce qu'après, il y a tout ça. Ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, je ne sais pas si vous passez par un développeur sur PrestaShop, ça peut vous demander un budget de 500 ou 700 € minimum. Là, en 3 clics, c'est fait. C'est le genre d'économie aussi que nous, on appelle le coût de possession d'un site e-commerce, ce qui fait que vous allez payer des frais de création, vous allez payer une licence à Shopify, mais au final, si on fait le calcul sur 2 ans, très souvent, ça revient moins cher, en fait, au quotidien, enfin en bilan total plutôt, que si vous aviez fait une solution open source ailleurs en payant un développeur. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous avez une modification, vous payez un développeur, et ces coûts-là, ce qu'on appelle le run, il est souvent plus important. C'est pas une règle générale, il y a des contre-exemples, tout ça. Mais nous, on a des clients, on avait des clients, quand on faisait avant du Shopify, du PrestaShop, pardon, qui pouvaient payer jusqu'à 80 000 € par an de maintenance technique sur des sites en millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais ça peut représenter un vrai budget, entre l'hébergement, la maintenance technique, les évolutions. Parce que s'ils se font pirater leur base de données, c'est eux les responsables légaux. Donc il faut mieux investir cette somme-là en maintenance que d'avoir des piratages. Ouais, qui peut coûter plus cher. Avec le RGPD, les fuites de données, 4% du chiffre d'affaires mondial. Partout commence à se faire un peu taper sur les doigts. Ça va arriver. Bref, voilà. Donc là, on a vu les parties qui étaient accessibles. Il y a beaucoup de choses qui sont très accessibles. Mais comme tout, c'est pas non plus instinctif. Donc il faut passer un peu de temps sur l'interface pour apprendre. Mais c'est une courbe d'apprentissage très très longue. Voilà, donc si vous avez des questions, moi je suis là pour vous. Sinon, n'hésitez pas. Voilà. Merci. Merci. Merci, j'espère que ça a été intéressant.